Passion MLB, le podcast épisode numéro 19. Charles-Alexis Brisebois qui est là comme à chaque semaine avec vous en live à 20h le jeudi sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube pour ceux qui nous écoutent en direct et qui veulent venir nous poser des questions. Et comme d'habitude, je suis présent avec le collègue Sébastien Berroir. Sébastien, comment vas-tu? Ça va beaucoup, beaucoup mieux que les Yankees. Je pensais que tu allais dire que la semaine passée. Peut-être aussi, là, au même moment à peu près, là, oui, ça va mieux. Mais à l'image de la semaine passée, on commence avec un alignement amoindri, disons-le comme ça. On est toujours en attente d'Antoine Desrosiers, qui est supposé être avec nous cette semaine. Peut-être fera-t-il signe de vie. Donc, ça se peut qu'il y ait Tony qui se rajoute en cours d'émission comme ça. Moi, je pense, là, Sébastien qui se laisse désirer. Ben, c'est ça, c'est son genre, là. Ouais. On le connaît, Tony, là, puis c'est Ouais. probablement ça. Il va arriver dans quelques minutes. Ben, tu sais, dans son dos, on l'appelle Tony la vedette. Là, tu sais, il arrive quand tu peux, Ouais, puis bon. c'est ça. Une star. Une star. Euh, Comment as-tu aimé ta semaine de baseball? Puis je parle pas nécessairement en tant que tel les Yankees en général, mais t'es-tu content du développement? As-tu hâte que le match des étoiles arrive? Là? Comment tu vis ça, ce milieu de saison-là? Parce que mine de rien, les fameux Dog Days of Summer, ils s'en viennent. Ben oui, ça va vite. Déjà, on a passé la mi-saison. La semaine dernière, il y avait quelques équipes qui étaient à 81 matchs. Puis là, on a dépassé cette marque-là, donc ça va très vite. Puis on voit que plus ça va, plus qu'on commence à séparer les hommes des enfants. Peut-être un peu moins dans la Ligue nationale où c'est encore très serré, puis presque tout le monde peut encore participer aux séries éliminatoires. Dans l'américaine, là, vraiment, on commence à sentir une certaine séparation. Puis ce qui est le fun aussi, c'est de voir qu'il y a des équipes qu'on avait presque complètement oubliées, comme les Astros de Houston, qui sont de retour, l'expérience qui fait surface. Donc, on va avoir des luttes jusqu'à la fin de la saison. Puis oui, on se dirige très rapidement vers le match des étoiles. Donc, c'est une autre étape dans cette longue saison. Denis ici qui nous mentionne que tu as bien raison de dire, Sébastien, que c'est pénible pour les Yankees. Et j'ai le plaisir de t'annoncer que cette semaine, c'est le retour de mon père, présent à Oh, l'écoute, qui nous fait dire bonjour. Donc, salut pas. Salut maman, qui est probablement directement à côté aussi. mais parlant de ta maman, je Oui, maintiens qu'éventuellement, dans le podcast, je veux un commentaire de ta maman. j'y ai passé le message, mais elle veut pas. Je pense Ah, qu'elle a bon mieux ben, être une spectatrice attentive je vais de, continuer à du travailler le podcast. dossier tranquillement, là. Ouais, c'est ça, absolument. J'y soumettrai une question là, à nous poser comme ça là, pour qu'on paraisse bien, là, parce qu'on a besoin de ça pour bien paraître, évidemment. Oui, c'est ça. Avant de commencer et d'aller sur le bloc des Blue Jays, Sébastien, je voulais qu'on parle un petit peu peut-être de l'annonce qui a été faite au niveau du match des étoiles. Donc, on a appris les joueurs qui allaient être les partants. Ça ne comprend pas évidemment les lanceurs parce qu'il est encore tôt pour déterminer c'est qui va commencer à lancer, qui va être disponible pour lancer ce jour-là. C'est toujours les joueurs de position qui sont choisis en premier. Et là, on a la liste complète des alignements partants, pas de l'ordre des frappeurs, mais des positions. Donc, dans l'américaine, on va y aller rapidement. Adley Rutschman, receveur à Baltimore. Vladimir Guerrero Jr. au premier coussin à Toronto. José Altuve à Houston au deuxième but. L'excellent Gunnar Anderson est probablement candidat en fin de saison pour le titre de MVP. La recours des Orioles. José Ramirez, vétéran troisième coussin à Cleveland. Dans le champ extérieur, Aaron Judge, qui était qualifié de facto parce que c'est lui qui a reçu le plus de votes populaires. Il va être accompagné de Juan Soto et de Stephen Kwan des Guardians. Jordan Alvarez, qui finalement aura la chance d'être le frappeur de choix partant parce que quand il y avait un certain Shohei Ohtani, c'était pas possible de le faire. Là, évidemment, Shohei Ohtani, qui, tu ne seras pas surpris d'apprendre, il est le frappeur de choix partant du côté de la nationale. Ah ouais? William Contreras, ouais, Ouais. je te T'es jure, sûr? je pensais à ça, là. Tu veux-tu vérifier juste pour qu'on soit sûr de donner la bonne information? Je suis sur le tweet de Jeff Passan, là, il OK, sait de quoi il c'est bon. C'est bon. parle. William Contreras, receveur de Milwaukee. Bryce Harper, qui a été élu lui aussi de facto au premier but à Philadelphie parce que c'est lui qui a reçu le plus de votes dans la nationale. On ne sait pas s'il va être en santé au match des étoiles, mais s'il est en santé, c'est sa place. Ketel Marte en Arizona au deuxième coussin. Et on continue dans l'avant-champ la Razia de Philadelphie. Trey Turner à la recours, Alec Bohm au troisième coussin. Donc, quand même trois joueurs des Phillies dans cet avant-champ-là.
Christian Yelich à Milwaukee dans le champ, accompagné de deux joueurs des Padres, Fernando Tatis Jr. et Jurickson Profar. C'est ce qui complète ce petit tour à ce niveau-là. Un des joueurs que je me demandais, là, une des courses là, qui a été vraiment serrée, puis en tant que gars qui se demandait pour qui il voterait, mettons, là, l'arrêt court du côté de l'américaine, t'as-tu voté pour Bobby Witt Jr. ou t'as-tu voté pour Gunnar Anderson? Puis en passant, aucune mauvaise réponse ici. Là. Non, c'est ça, c'est exactement. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est deux frappeurs complètement différents. De mon côté, je préfère un peu le style de joueur de Bobby Witt Jr., entre autres à cause de sa défensive, mais c'est un joueur qui sera plus souvent sur les sentiers, qui a une meilleure moyenne, peut-être un petit peu moins de puissance. Pour moi, c'est un joueur plus complet, mais quelle course! Il faut que tu en choisisses un, tu n'as pas le choix. Il faut que tu départages ces deux excellents joueurs-là. Donc, c'est très difficile. Puis, tu sais, il y en a un qui va être partant, puis l'autre qui va suivre par la suite, parce qu'il n'y a aucun doute que ces deux joueurs-là vont se retrouver au match des étoiles. Puis, on avait plusieurs belles courses avec les finalistes à chaque position. Ça a été bien plaisant de suivre ça. Au premier coussin dans l'américaine, on a Vladimir Guerrero Jr. et je pense que c'est un bon moment pour partir le bloc, Sébastien, sur les Blue Jays de Toronto. On commencera avec ça. Okay, Blue Jays, let's play ball. Vladimir Guerrero Jr., joueur de premier but partant au match des étoiles. Ce sera sa quatrième présence consécutive de 2021 à 2024. Il est à 5 de rattraper son père. Il l'a dit ouvertement, c'est un objectif. Vlad Senior, qui a été 9 fois invité au match des étoiles. C'est mérité pour Guerrero quand même parce que c'est probablement le seul joueur qui frappe comme du monde du côté de Toronto. Oui, exact. On n'aurait pas dit ça au début de l'année, par contre, parce que Ryan Mountcastle. On n'aurait pas dit ça de Judge non plus. Exactement, exactement. Très bon point. Mais au premier but, on aurait dit que c'était la place de Ryan Mountcastle, qui n'avait pas vraiment de course à ce niveau-là. Puis dans les dernières semaines, Vladimir vraiment a pris son air d'aller. Oui, c'est pleinement mérité. Vladimir qui a fait les ajustements, met la balle en jeu, puis on dirait qu'il a retrouvé un petit peu de puissance. C'était presque inquiétant au début de saison. Son nombre de longues balles qui était très faible. On ne comprenait pas vraiment pourquoi. Puis d'année en année, dans les dernières saisons, ce nombre de circuits-là diminuait. Donc là, on se disait, est-ce que ça va être encore pire cette année? Puis que Vladimir n'a plus aucune puissance ou presque. Mais non, il est revenu, il a fait les ajustements. C'est fou, hein, comment, quand tu fais les ajustements, quand tu veux les faire, quand tu travailles fort, ça finit par payer. C'est un peu des cycles. Les lanceurs vont s'ajuster aux frappeurs. Après, le frappeur doit s'ajuster. Puis ça revient. Les lanceurs trouvent d'autres façons de déjouer. Mais tu dois faire ces ajustements. Puis Vladimir, présentement, les a fait. Puis ça paye. Dans les 20 derniers matchs, là, c'est vraiment impressionnant les statistiques qu'il a mis au tableau. Joueur de la semaine récemment, là, il y a eu une semaine avec une quinzaine de points produits. Là, c'est 2 par match. Là, c'est franchement impressionnant. Puis là-dessus, ça comprend une journée de congé, puis ça comprend un match d'une manche et un tiers ou quelque chose comme ça, là, du haut au bâton avec la pluie. Ça m'aide la partie du côté de Boston. Donc, non, ça va bien pour Guerrero Junior. Guerrero Junior, d'ailleurs, qui, après le match d'aujourd'hui, jeudi, a déclaré ceci, Sébastien. Questionné sur son avenir, sur une potentielle prolongation de contrat à long terme, lui qui va devenir agent libre dans 1 an et demi, sur la date limite des transactions, sur son futur avec les Blue Jays. Il a dit, je n'ai pas envie de quitter, je veux passer toute ma vie ici, mais je comprends que c'est un business. Il a aussi été questionné sur l'argent. Il dit, je pense pas nécessairement à l'argent. Bon, okay. Mon temps va venir, puis éventuellement, je serai payé. Donc, écoute, on s'entend qu'il doit quand même y penser un peu à l'argent. Là. On s'en parlait hors d'onde, ce serait étonnant qu'il y ait le potentiel d'un contrat de 300 millions de dollars, puis qu'ils se disent non, non, je pense pas à ça. On le blâme pas de penser à ça, mais juste dis-le, tu penses à ça, là, parce que ça se peut que ça affecte un petit peu tout le reste de ton existence jusqu'à temps que tu signes ce contrat-là. Mais je voulais savoir qu'est-ce que tu penses de ces propos-là en tant que tel. Parce qu'on dirait que les dernières fois qu'il a été questionné là-dessus, on le sentait plus ouvert à dire ah ben écoute, si c'est ailleurs, c'est ailleurs. Je refuserai pas une transaction chez les Yankees, je vais me rapporter si jamais je dois y aller, des trucs comme ça. Là, d'entendre dire écoute, je veux rester, ma place est ici, je veux passer ma vie ici. C'est-tu juste de la bouillie pour les chats pour toi? Est-ce que tu penses qu'il le sent vraiment? Comment tu vois ça? Non, je pense pas que ce soit de la bouillie pour les chats. Je pense que Vladimir mature avec les années. Tu sais, ses déclarations sur les Yankees, c'était fait sous le coup de l'émotion. Il avait totalement le droit d'avoir cette opinion-là.
peut-être qu'il ne fallait pas qu'il le dise en public, mais ça, c'est un Ouais, autre c'est dossier. Son père lui a rappelé, probablement que son agent aussi, parce que quand va venir le temps de négocier, tu ne veux pas avoir ce genre de déclaration derrière toi. Mais là, il a pris de la maturité. Il a dit les bonnes choses. C'était ce qu'il devait dire. C'est les paroles d'un capitaine ou d'un leader dans une équipe qui veut rester, qui veut gagner dans ça. cette même formation-là. Mais par contre, si on revient à la dernière partie de ces propos que tu as mentionnés puis qu'on s'était parlé justement hors d'ordre, là, faut que tu me l'expliques ou faut que ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, nous l'expliquent parce que il dit qu'il ne pense pas à l'argent, mais que son moment va venir. Donc là, c'est un petit peu paradoxal. Là. Moi, il y a un petit bout que je ne comprends pas là-dedans, mais je pense tout le monde, tous les joueurs, n'importe qui pense un tant soit peu à l'argent, surtout quand tu es sur le point de signer un contrat de cette ampleur-là. Donc, il n'y a aucun mal à penser à son prochain contrat. Il ne faut juste pas qu'ils disent que c'est complètement hors de sa pensée. On le sait qu'il pense à ça, puis c'est normal. Puis là, restera à voir est-ce qu'il va avoir ce contrat-là à Toronto ou il va se retrouver ailleurs. Denis qui nous met les points sur les i en nous disant que c'est 19 points produits en 6 matchs de la part de Guerrero et qui nous rappelle qu'ils pensent tout en termes d'argent, justement. Commentaire d'Allen qui nous vient de YouTube. C'est ce qui est dommage du baseball moderne. Les joueurs qui passent leur carrière avec une seule équipe sont très rares. Tu sais, Guerrero l'a dit, c'est une business, justement. Si les Blue Jays décident qu'il est échangé parce que ça ne cadre pas dans les plans ou que les négociations ne fonctionnent pas, ben ça sera ça. Ceci dit, s'il est échangé, qui s'en plaindra probablement pas, c'est Beau Bichette. J'ai vraiment l'impression que tu mets en comparaison Guerrero, qui le pense ou pas, il a dit je veux rester ici, tout. Beau Bichette, la semaine passée, qui a dit ouais, écoute, je serais vraiment pas étonné d'être échangé. Il n'a rien fait pour calmer ces rumeurs-là de transactions qui existent à son endroit. Mon père qui nous rappelle d'ailleurs qu'il est mélangé, il est aussi mélangé qu'un jeu de cartes en ce moment. Il a l'air blessé aussi. Tu sais, le match d'aujourd'hui il a été scratché à la dernière seconde. Il y a eu une journée de congé un petit peu plus tôt, revient d'une blessure, les performances sont pas au rendez-vous. Clairement pas l'année que Beau Bichette espérait avoir. Là. On va s'entendre là-dessus. Non, exactement. Très loin de ça. Oui, il est mêlé comme un jeu de cartes, autant en défensive qu'au bâton. En défensive, je te dirais que même Vladimir lui sauve le derrière à quelques reprises dans les dernières semaines depuis le début de la saison. Il ne fait pas nécessairement les bons jeux. Au bâton, il est déjoué sur des balles qui sont complètement à l'extérieur de la zone des prises. Donc, ça ne va pas très bien. Puis, on dirait qu'il y a eu une cassure à un certain moment avec l'organisation des Jays. Je ne sais pas si c'était dans les négociations de contrat, si c'est la vision du club, mais on dirait que Bichette a plus la tête à Toronto. Puis ça serait peut-être une bonne option de penser à l'échanger. Peu importe la situation des Jays, là, ça ne va pas très bien. On se retrouve très loin d'une place en séries éliminatoires avec plusieurs équipes devant nous. Même si on se rapprochait un peu, il va falloir commencer à penser à transiger Beau Bichette. Puis Beau Bichette, là, on s'entend, il y a toujours eu des carences défensives à l'arrêt-court. À ce point-ci, à Toronto, il est probablement trop tard pour le transférer au deuxième coussin parce que il y a l'aura de c'est le joueur d'arrêt-court. Tu te promènes à Toronto puis tu vois sur les affiches Beau Bichette shortstop. Tu sais, c'est pas marqué Beau Bichette joueur d'utilité ou gars qui varie entre le deuxième coussin. Il y a quand même un prestige d'avoir ce poste-là d'arrêt-court. Ça c'est dit, si tu es échangé à une formation qui a déjà un arrêt-court, je te dis n'importe quoi, mais tu es échangé aux Royals de Kansas City. Là. Une équipe qui a besoin d'attaque, mais qui a vraiment pas besoin d'un arrêt court. Tu le déplaces au deuxième coussin. Là, tu pourrais avoir peut-être cette pression-là qui serait moindre offensivement aussi parce que tu t'attends à moins offensivement d'un joueur de deuxième coussin, mais tu aurais surtout cet aspect-là de ne pas être le joueur d'arrêt court défensivement puis de devoir effectuer ces gros relais-là au deuxième coussin. Ce serait probablement mieux pour lui, mais comme je te dis, je pense pas qu'à ce point-ci, ça passerait bien si les Blue Jays, si John Schneider, qui est déjà controversé, allait le voir et disait écoute, mon homme, je pensais à ça, là. Toi, le deuxième but, ça te tente-tu? Je pense pas qu'il serait exactement un client satisfait. Là. Non, puis il aurait fallu le faire plus tôt dans sa carrière, à Il Toronto, aurait je fallu pense. le faire quand Marcus Semien est arrivé. En fait, Exactement. dès le moment où on a dit on te laisse à l'arrêt court pour mettre Marcus Semien au deuxième coussin, c'était Ouais. correct parce que c'est ton joueur à long terme. Mais à ce moment-là, tu t'es menotté. Exactement. À partir de ce moment-là, tu ne pouvais plus revenir en arrière et faire ce genre de mouvement de personnel-là. Puis, je suis convaincu qu'un changement d'air pour Beau Bichette lui serait tellement favorable de se retrouver dans un club où il frapperait plus bas dans l'alignement, qu'il n'y aurait pas cette pression-là de devoir performer à tous les soirs, de devoir tirer cet alignement offensif-là vers le haut.
et en défensive, comme tu l'as dit, de ne pas avoir à faire les jeux en provenance de l'arrêt court. Je suis sûr et certain qu'on retrouverait le beau Bichette qui se rend sur les sentiers, qui a une moyenne de 333 bâtons, qui frappe au champ opposé, qui a pris son rythme, qui le garde tout au long de la saison ou presque, comme on l'a vu par le passé. Donc, je ne pense pas qu'il y a un avenir pour Bichette à Toronto. Même s'il y a un changement d'air dans l'organisation, l'état-major, le personnel d'entraîneur, je pense que Beau Bichette doit se retrouver ailleurs pour revenir à ses performances d'avant. Petite question de Denis avant de continuer sur ce qu'on a. Denis qui nous demande, question comme ça, les gars, y en a-tu qui aiment le coach des Jays? J'entends jamais des bons commentaires. Pas tant que ça, Denis. Je te dirais, c'est un gérant qui est assez controversé, John Schneider. Puis il s'aide pas toujours, Sébastien, aussi, il faut dire. Non, exactement. En tout cas, il n'y en a pas ici là, qui aiment John Schneider, je pense pas. Mais encore cette semaine, je pense que c'est le match de mercredi, amène un releveur qui est pas de calibre pour le baseball majeur, qui a une moyenne de points mérités de 8. Il l'amène dans une situation où les Astros ont les buts remplis, un seul retrait, où il doit fermer la porte. Ça ne fait pas de sens. Tu as Chad Green qui est dans l'enclos, je comprends que c'est le closer, mais là, tu es dans une situation critique. On a un manque cruel de profondeur dans cet enclos-là. Au moins, amène ton meilleur releveur pour te sortir de cette situation difficile-là. Mais là, amène un joueur qui, ça n'a vraiment pas bien été. C'était vraiment pas beau de le voir évoluer du monticule. Donc, comme tu l'as mentionné, Schneider ne s'aide pas. Il doit aider ses joueurs qui en arrachent, oui. Ils ont leur part de responsabilité, mais tu dois mettre tes joueurs dans une meilleure situation pour qu'ils performent à la hauteur de leur talent. Mais là, c'est vraiment pas ça qu'il fait. Parlons-en justement, tu as parlé d'amener un releveur, là, José Cuas, qui a été Oui. amené, écoute, releveur émérite. C'est un gars qui a été amené contre Yordan Alvarez. On a donné à Alvarez un but sur balle intentionnel. Par la suite, il a effectué 3 lancers. Deux de ces lancers-là, il a atteint le frappeur adverse, puis l'autre lancé s'est transformé en simple. Fait que ça veut dire qu'il a été là, il a effectué 3 lancers et il y a 4 gars qui se sont rendus sur les sentiers. Qui dit mieux? Ben, tout le monde dit mieux, là, mais je veux dire. Ça allait bien. Ben, oui, c'est ça. C'est dur de faire pire. Non, Écoute, c'est. Vas-y. il n'y a rien à dire de plus sur cette situation-là, dans le sens que c'était pas à lui à se retrouver dans cette situation-là, justement. Ça prenait un releveur d'expérience, un releveur qui au moins est capable de négocier dans ce genre de circonstances-là, mais lui, il s'est fait un petit peu envoyer dans la gueule du loup, puis John Schneider lui a dit arrange-toi avec ça, un peu comme il avait fait avec Addison Barger, qui était arrivé, puis il l'avait placé au champ gauche. Arrange-toi avec ça. Nous, on n'a pas vraiment d'autres solutions. Il y en a d'autres des solutions, mais il faut juste prendre la bonne, puis Schneider ne la prend pas pour le moment. Non, il y a de la difficulté à prendre la bonne décision, j'entends là-dessus. À sa défense, un peu, ceci étant dit, il y avait le choix entre, ben, tu sais, comme tu dis, il aurait dû sortir Chad Green, mais en ce moment, l'enclos des Blue Jays, il doit se gratter la tête en tabarnouche. Lui et Pete Walker, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Jordan Romano qui a été opéré au coude, il va pas lancer pendant 6 semaines, puis après, tu le sais comme moi, là, à la seconde où tu prends une balle de baseball, il est pas prêt à revenir dans le baseball majeur. Là, ça va prendre des semaines et des semaines, probablement plus qu'un mois, avec des départs dans les mineurs au mois de septembre, où est-ce que c'est pas sûr que tu vas avoir des matchs des mineurs en général. Fait que c'est peut-être que sa saison sera terminée, surtout si celle des Blue Jays va nulle part, puis que ça sert à rien de la ramener. Donc, on a peut-être vu Jordan Romano pour la dernière fois cette saison. Eric Swanson qui retrouve pas le Nord. Tim Meza qui a été DFA. Tu as Yemi Garcia qui est en train de revenir, mais qui pour l'instant n'est pas là. Donc, tu l'as dit, il y a Chad Green et les autres présentement. Là. On est loin, loin, loin de l'enclos de l'an passé. Oui, c'est plus loin que ça. Je ne sais pas c'est où, là. C'est vraiment Avec profond. sensiblement les mêmes gars à la base, hein, c'est ça qui est Ouais, formidable. Tu ouais. sais, tu regardais l'an passé, tu te disais, ah, tous les gars vont revenir, ou à peu près, il y a Jordan X qui est parti. Mais sinon, c'était tout le monde qui revenait. Puis finalement, si l'an passé, c'était le scénario idéal, tout le monde performait bien, mais là, cette année, c'est totalement le contraire. Tout le monde performe en deçà des attentes ou est blessé. Là. C'est vraiment tout ou rien depuis 2 ans, cet enclos-là. Mais on se l'était dit, hein, c'était quasi impossible que cet enclos-là répète les performances sur le terrain, puis Mhm. demeure en santé toute la saison, comme ça a été le cas l'an dernier. Donc, Ouais. on a pris ce pari-là d'amener les mêmes joueurs qui allaient performer
aussi bien que par le passé, puis qu'il allait rester en santé, alors que l'an dernier, c'était exceptionnel, autant les performances que le fait qu'ils sont restés en santé. Donc, c'était un pari risqué, puis là, ça paye vraiment pas, puis là, on n'a plus personne dans cet enclos-là. Même dans le match qu'on parlait tantôt, il ne pouvait pas ramener Trevor Richards parce qu'il avait lancé les 2 journées précédentes. C'est très rare qu'un releveur va lancer 3 jours consécutifs. Donc, il restait presque rien sous la main. Pour moi, la décision aurait été d'amener Chad Green, puis par la suite, bien, tu as des manches. Les jeunes releveurs ou les releveurs qui sont peut-être pas de calibre pour le baseball majeur auraient débuté des manches avec personne sur les sentiers, ce qui est un petit peu moins pire. Ça ne veut pas dire que ça aurait marché, mais il fallait un releveur qui était capable de sortir de cette situation-là. Ouais. Mais c'est très triste là, présentement dans l'enclos de relève des Jays. Martin qui nous rappelle que Nate Pearson a jamais rempli les espoirs qui avaient été placés en lui. Tu sais, c'est une collection de gars comme ça. Tu sais, Bowden Francis qui avait été bon l'an passé, qui a été bon qu'en entraînement, puis là, il arrive, il a perdu le nord dans la rotation. On le transfère dans l'enclos des releveurs, puis ça fonctionne pas plus. Tu sais, Brandon Little, ça s'ira pas autant de la renommée Brandon Little, en tout respect pour la carrière du gars, là, mais je veux dire, tu sais, c'est beaucoup trop de pression sur des joueurs de ce calibre-là. Denis qui nous mentionne aussi, si on a vu le roulant que Zach Pop a échappé hier, il y a rien qui va dans cette formation-là qui se retrouve présentement, Sébastien, 9 matchs en dessous de 500 au moment où on se parle après le match du jeudi 4 juillet, fête nationale des États-Unis. Fiche de 39-48. 9 matchs en dessous de 500, là, la dernière fois qu'on a vu ça à Toronto, c'est en 2019. Puis je ne sais pas si tu te souviens, en 2019, c'est pas la saison la plus glorieuse de l'histoire des Jets. Là. Je veux dire, ça a été une saison de 95 défaites, il n'y a rien qui fonctionnait. Charlie Montoyo venait de débarquer, puis les jeunes comme Guerrero, puis Pichette, puis Kevin Biggio, on était à leur premier pas dans le baseball majeur. On est revenu à la case départ. Oui, exact. Puis c'était la suite des saisons après 2015 où on avait commencé à détruire un petit peu ce club-là après la belle performance. Donc, on revient à une situation difficile. On revient peut-être à des décisions difficiles. Est-ce qu'on va recommencer un cycle? Est-ce qu'on va faire un pas de côté, une reconstruction? On n'en a aucune idée pour le moment. Mais c'est ça. Ça va pas bien. Puis, on ne peut pas blâmer tout le monde dans cette organisation-là, mais beaucoup. Puis ça commence par en haut. On n'a pas fait les ajustements nécessaires, puis là, on en paie le prix. On dirait qu'on se répète, on en parle à chaque semaine, mais c'est ça le résultat final de la chose. On n'a pas voulu mettre les efforts pour acquérir ce qu'on avait besoin pour combler les lacunes de cette formation-là. Mais là, on voit les résultats sur le terrain. Puis oui, on est à 9 matchs d'une participation aux séries, mais il va falloir passer par-dessus beaucoup de clubs, puis des clubs qui vont continuer à gagner d'ici la fin de la saison. Donc, c'est presque impossible, à moins d'un revirement de situation incroyable, mais on voit les joueurs qui sont sur le terrain. Ce n'est pas ces joueurs-là qui vont faire ce revirement de situation-là. Mais non, là, tu vas à la guerre avec des tirs pro, là, dans le cas des Blue Jays, là, ça ne fonctionne pas. On a parlé de cet enclos-là. Les lanceurs partants qui commencent à en arracher, c'est normal. Ils ne peuvent pas accorder un point sans perdre. Là. Fait qu'ils ils sont épuisés. Il faut qu'ils compensent pour la relève, il faut qu'ils compensent pour l'attaque, il faut qu'ils compensent pour tout le monde, il faut qu'ils compensent pour John Schneider qui sort n'importe quand. Je veux dire, ça fonctionne pas. Là. Cette recette-là ne fonctionne pas. Puis moi, ce que je me demande, c'est, même si tu vends, mettons, modérément en 2024, c'est-à-dire, tu échanges Kiermaier, tu échanges Jensen, tu échanges Turner, tu échanges Kikuchi, tu échanges Yimi Garcia, là, je viens de te nommer 5 joueurs qui sont sans contrat l'an prochain, mais tu vas-tu réussir à les remplacer avec des meilleurs joueurs au point de faire les séries l'an prochain quand tu as plein de gars qui vont tomber à Jean libre après, dont Guerrero et Bichette, ça marche pas, là, cette fenêtre-là ne fonctionne pas en ce moment. Ben, fonctionne. À partir du moment où tu n'as pas fait les acquisitions, les ajustements nécessaires l'an dernier, pourquoi tu vas les faire l'an prochain avec encore plus de trous à combler? On était en progression dans les dernières années chez les Jays, puis là, on a décidé d'arrêter ça l'an dernier. On ne va pas recommencer l'an prochain pour seulement 1 an en ayant la possibilité de perdre et Guerrero et Bichette à la fin de la prochaine campagne. Donc, comme tu l'as dit, ça ne marche pas. Ce cycle-là ne fonctionne pas. Donc, ça va prendre un changement majeur à quelque part ou à plusieurs endroits pour changer le vent de côté. Puis ça va prendre plusieurs saisons pour changer ce vent de côté-là.
Denis qui nous mentionne qu'il pense que le dernier coach qui a aimé, c'était Cito Gaston. Fait que ça commence à faire un bail, là. C'est sûr que c'est pas le bon Gibi qui va nous ramener. Hey, coach de banc avec les Mets, il est revenu dans le game, là. Moi, je pense qu'on Oui. ramène Gibbons qui s'est fait clairer par la direction actuelle, là, puis on lui donne une dernière run. Troisième chance, là. Jamais 203 avec John Gibbons. Je pense pas que la solution est là. Non, on s'entend. Côté positif, on voit un talent pur en Guerrero Junior, c'est un bon point. Restera à savoir évidemment qu'est-ce que les Blue Jays vont faire avec tout ça. Mais c'est ça qui est décevant, juste avant que tu poursuives, c'est ça qui est décevant avec Vladimir, c'est qu'on dirait qu'il y a des soirs que ça ne tente pas, on dirait qu'il y a des séquences où ça ne tente pas de faire les ajustements. Comme ça a été mentionné, il y a un talent pur, il pourrait faire des choses extraordinaires. On le voit quand il est à son meilleur, là, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue, mais il ne réussit pas à le faire à tous les soirs. C'est sûr qu'on ne peut pas le faire à tous les soirs sur une saison de 162 matchs, mais tu ne peux pas avoir des séquences où on ne le voit pas du tout, puis qui semble un petit peu sloppy sur les jeux en défensive et au bâton également. Donc, c'est ça qui est un petit peu décevant dans son cas. Passons maintenant, Sébastien, de ce qui se passe ailleurs dans le baseball majeur. Avant de passer ailleurs dans le baseball majeur, Sébastien, il faut que je te dise qu'on a craqué un peu Denis là, parce qu'il nous dit que Gibbons, il était plus capable. Mais là, je voudrais savoir, Denis, parce que je le connais et que je joue à balle avec, est-ce qu'il est mieux Gibbons ou Schneider? Oh, ça, c'est une bonne. C'est pas évident, là. C'est pas évident de partager. 4,30 sous pour une pièce. Ouais, Sébastien, parlons un petit peu du concours de circuit. J'ai hâte qu'on annonce certains participants parce que là, c'est dans une semaine et demie. Denis qui nous dit aucun, en passant, qui nous répond c'est ni l'un ni l'autre. Concours de circuit dans une semaine et demie. Et pour l'instant, on a un gars qui a été annoncé. C'est Gunnar Anderson. Je m'attendais à ce que Gunnar Anderson soit là parce qu'il est parmi les meilleurs frappeurs, puis il est jamais allé, puis il est jeune. Fait que c'est une condition parfaite pour se rendre jusque-là. On sait que Otani ira pas. On sait que Judge ira pas. On sait que Guerrero ira pas. On sait que Nomme-moi une vedette, elle ira pas. Il est temps qu'on annonce des gars, hein, parce que moi j'aimerais ça faire la promotion du concours de circuit. Je peux pas te promouvoir des fantômes. Là. Non, c'est ça, c'est difficile. Puis quand tu as dit on va parler du concours de coup de circuit, je me suis dit on va parler de quoi? Parce qu'il n'y a rien à parler. Il n'a pas. Présentement, Gunner va frapper des bombes, puis il va juste faire ça pendant 3 Moi, je rondes. pense qu'il va gagner. 1-0. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a des bonnes chances. Pour le moment, là, je pense qu'il est favori. Si vous voulez mettre de l'argent, là, il risque de remporter le concours. Mais non, c'est un petit peu plate parce que on voudrait voir des gros noms qui s'inscrivent. Peut-être que ça va venir, mais ça risque d'être des jeunes qui sont à leur première participation. J'aimerais ça voir peut-être un Eli de la Cruz frapper des bombes. Ouais. On le connaît pour ses vols de but, mais la balle sort de son bâton avec quand même une pas pire vitesse, donc ça pourrait être spectaculaire. On va voir des noms comme ça, mais des vétérans qui vont s'inscrire, ça serait très surprenant. Bobby Witt Jr., ça serait fun. Oui. Très bon choix. Oui. Nouvelle réglementation cette année aussi au niveau du concours de coup de circuit. C'est un peu dans le même esprit de ce qu'on a vu avant. Là, on ne revient pas totalement à l'ancien format, mais on adapte quand même. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la première ronde où il y a 8 participants, ce ne sera plus des duels. Donc, tu peux. On va prendre les 8 gars vont frapper, on va prendre les 4 meilleurs. Fait que ça veut dire que s'il y a une ronde qui se termine 41-39, puis que toutes les autres se terminent 20-12, ben celui qui a eu 39, il a quand même sa chance de passer en deuxième ronde, ce qui est quand même le fun. Ce ne sera pas le cas pour la deuxième ronde, ce sera des duels, mais rendu là, il reste juste 4 personnes, c'est moins pire. Surtout, ce qui va changer, c'est que il y a encore le timer de 3 minutes comme avant. Sauf que c'était devenu le concours, là, t'en conviendras, dans les dernières années. On lançait le plus vite possible, puis on essayait de s'élancer. Puis, tu sais, le lanceur faisait juste se retenir d'attendre que la balle tombe, puis honnêtement, il attendait jamais que la balle tombe, puis il finissait par lancer. On calculait qu'il y avait 43 élans par tranche de 30 minutes à peu près, en plus de tous les lancers qui étaient manqués.
Là, on a le droit à un maximum de 40 lancers. Fait que ce que ça veut dire, c'est que ça change pas l'esprit qu'il faut que tu te dépêches quand même parce que tu as le temps qui joue contre toi, mais il va quand même avoir une couple de secondes de plus entre chaque élan. Ça va peut-être permettre au gars de se reposer un peu. Oui, exact, parce qu'il y avait des joueurs qui étaient complètement exténués après ces rondes-là. Même en ayant pris un temps d'arrêt, là, on les voyait étaient vidés, puis on peut les comprendre. Là, c'est pas Oui. évident à ce rythme-là de frapper des longues balles comme ça. Donc, ça va ralentir un petit peu le rythme. On va voir un peu moins de lancers. Les lanceurs vont peut-être s'appliquer un peu plus. On va avoir des meilleurs lancers à frapper. Donc, je pense que c'est une très bonne décision pour le spectacle. Puis, tu sais, on ne verra pas beaucoup moins d'élan, mais de balles en jeu, mais ça va peut-être être des balles de meilleure qualité, des élans de meilleure qualité. Donc, je ne pense pas que le spectacle va être affecté, au contraire. Autre aspect qui est intéressant aussi, c'est que si tu te rends à la ronde bonus, avant c'était 30 secondes. Là, à ce moment-là, on revient au concept des retraits. Donc, un retrait au concours de circuit, on le rappelle, c'est quand tu t'élances et que ça donne pas un coup de circuit. Donc, si tu laisses passer un tir, qu'elle soit dans la zone des prises ou pas, ça compte pas, tu l'as laissé passer, c'est correct. Mais si tu t'élances puis que tu frappes une fausse balle ou que tu t'élances dans le beurre ou que peu importe qu'il n'y ait pas un coup de circuit, ben là, ça compte pour une prise. Donc, on revient à un format de 3 prises. Et si dans ce moment-là, tu frappes un circuit de 425 pieds, on te donne une quatrième prise. On dirait que je parle en termes de gars qui ne connaissent pas le baseball. Genre, on te donne une On quatrième donne, prise. oui, C'est c'est tellement ça. que c'est contre-intuitif comme terme. En tout cas, on te donne une quatrième prise. On va le dire comme ça. Je ne dirais pas ça souvent, mais on te donne une quatrième prise. Et ce que ça va faire en sorte, c'est que tu peux avoir des remontées parce que tu n'as pas de temps. Fait que si tu es vraiment sur une séquence faramineuse puis que tu te mets à frapper longue balle, par-dessus longue balle, par-dessus longue balle, ben, tu as une chance de rattraper le gars contre qui tu te bats. Donc, ça peut donner, ça ouvre la porte à des remontées. C'est ça la réalité. Oui, puis ça ouvre la porte à un meilleur spectacle encore. Puis tu parlais du fait que c'est contre-intuitif. Ben, le concours de coups de circuit en soi est contre-intuitif. Là. C'est un peu. C'est comme un autre sport à côté du baseball parce que c'est Mhm. complètement différent, mais ça donne tout un show. Puis je pense que c'est un des meilleurs spectacles parmi les matchs des étoiles des grands sports majeurs. À chaque année, c'est attendu. On veut voir ces meilleurs joueurs-là frapper des bombes à 400 quelques pieds. C'est vraiment spectaculaire. Puis les nouvelles règles, je pense, vont ajouter un petit quelque chose à ce Mhm. spectacle. Tu sais, prends le concours le concours d'habileté ou je sais pas comment ça s'appelle dans la NFL. Même les fans de football ne le regardent pas. Puis au baseball, tu as les fans des autres sports qui regardent. Fait que tu sais, tu as vraiment trouvé une formule qui est intéressante depuis quand même longtemps. Tu sais, Alan, justement, qui nous demande c'est quand la première année du concours de circuit. Corrige-moi si je me trompe, Sébastien, je pense que c'est un petit peu après le match des étoiles à Montréal. Donc, j'ai dans la tête peut-être un 85, 86, quelque chose comme ça. Je peux me tromper parce que j'étais pas né. Mais de mémoire, c'est à peu près ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui connaît la réponse, peut-être nous enligner parce que c'est dur à rechercher, évidemment, là, pendant qu'on enregistre un Ouais. podcast en live. Mais donc, j'ai hâte de voir qui va participer. J'ai hâte de voir qui y sera. Comme on l'a dit, bon, il n'y aura pas un gars comme Aaron Judge. C'est dommage probablement pour le baseball majeur qui doit l'appeler à chaque année en connaissant la réponse, mais en se disant, hey, peut-être que cette année, il va accepter. À la place, il a décidé qu'il se mettait à frapper des circuits pour les Yankees. Puis les Yankees, en ce moment, ils vont le prendre, Sébastien, parce que il y a pas mal juste lui et Juan Soto hein, qui frappent dans ce club-là. Anthony Volpe, qui en date là, du match de jeudi, a perdu son poste de premier frappeur parce que ça fait un mois qu'il ne frappe plus. Alex Verdugo est au ralenti. Je pourrais te nommer toute l'équipe, à part Judge et Soto, sont tous au ralenti. Ah, c'est le haut de l'alignement et le reste. Puis même le haut de l'alignement, comme tu l'as dit, c'est 2 et 3. C'est Juan Soto, c'est Aaron Judge. Mais une chance que ces deux joueurs-là sont présents dans l'alignement parce que c'est vraiment triste. On se dit que les Yankees, ils ont vraiment besoin du coup de bâton de Giancarlo Stanton. On le voit présentement. C'est sûr que Stanton, c'est pas le joueur parfait. Va être retiré souvent sur des prises, mais de l'avoir derrière ces deux géants-là, ça fait une différence. Anthony Rizzo n'avait pas une bonne saison, mais un Anthony Rizzo qui se présente au bâton, qui a la chance de frapper la longue balle, c'est toujours un peu plus dangereux pour le lanceur adverse que d'affronter des Austin Wells, des Jose Trevino, Trent Wow. Grisham, qui défensivement est excellent, mais amène rien en offensive. Donc, présentement, c'est triste à voir cette offensive-là des bombardiers qui n'en sont plus présentement. Puis ça fait mal parce que
Là, la rotation partante commence à montrer des signes de fatigue. On a quelques blessés dans la rotation, dans l'enclos de relève. Donc, on a des releveurs qui sont surutilisés, qui eux aussi montrent des signes de fatigue. Donc, on peut, un peu comme les Blue Jays, on ne peut plus donner beaucoup de points parce qu'on se retrouve du mauvais côté à la fin du match. Petit aparté sur le concours de circuit, Allen qui nous a trouvé la réponse, et c'est 1985, la première année où il y a eu le concours de circuit. Pas mal ça que Donc, tu avais dit. Hein? J'avais dit 85-86, si tu fais la fort. moyenne des deux, là, on est pas mal là. Puis d'ailleurs, le sujet qui a enflammé là, les commentaires qu'on reçoit, ton idée d'Eli de la Cruz qui plaît beaucoup à mon père, je m'en doutais parce que c'est un joueur électrisant qu'il aime beaucoup, beaucoup, il m'en parle beaucoup, beaucoup. Martin qui nous suggère même de voir Alex Rodriguez participer au concours de circuit. Mais ils vont peut-être, tu sais, à un moment donné, il va tellement manquer de gars qui vont dire on va ramener des old-timers, puis on va essayer de convaincre Ken Griffey Jr. en mettant une clôture à 250 pieds, puis des trucs comme ça. Mais A-Rod et David Ortiz, qui sont au réseau Fox, qui s'affronteraient dans un concours de coup de circuit, moi, je veux voir ça. Là. Oui, puis Derek Jeter aussi. Oui. Mais moi, tu sais qui je veux voir? Un que je suis sûr qu'il serait bon, puis je suis sûr qu'il est encore en forme, même si ça fait une couple d'années qu'il est à la retraite, c'est Ichiro. Ichiro, il Oui. était reconnu comme un gars qui était capable de frapper des circuits. Puis durant les pratiques au bâton, il en frappait des circuits, puis il en frappait. C'est juste que lui, il a décidé que dans la vie, c'est un frappeur de 300 cucks. Fait qu'il coupait son bâton un peu, il plaçait la balle en lieu sûr, il se rendait sur les sentiers, mais il était capable de la placer l'autre bord. Fait que, on peut le découvrir, puis tu sais, il y a des talents de même qu'on découvre à chaque année. Je sais pas si tu te souviens, tu sais, l'an passé, Adley Rutschman, on se disait, ah ouais, il va-tu être bon, Rutschman? Il a donné un show, là, Ouais. surtout en frappant des deux côtés. C'était le fun, Adley Rutschman, l'an passé. Mais certains, on veut voir ça. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on attend de voir les prochains noms qui vont être nommés puis qui vont être les nouvelles vedettes dans ce concours-là. Mais là, présentement, on n'a rien à se mettre sous la dent. On vient aux Yankees, Sébastien. Je ne l'ai pas Oui. oublié, inquiète-toi Non, pas de pas. problème. Encore cette année, nous dit mon père. Les Yankees sont dans un creux de vague après un très bon début de saison. C'est vrai que c'est une tendance qui revient. Il dit que c'est difficile pour eux d'être constants. Soit là-dessus, ils sont constants, par exemple, parce qu'à chaque année, ils ont un méchant gros creux de vague. Ça finit toujours par revenir. Assez difficile à ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a l'effet aussi que Garrett Cole a été absent, puis à un moment donné, t'en demandes beaucoup à d'autres lanceurs. Ça pas nécessairement aidé, mais en même temps, ça allait tellement bien en début de saison que tu te disais, ben, t'es pas à un blessé ou quoi que ce soit de juste s'écouler. Mais présentement, c'est ce qu'on voit du côté de New York. Là, la chaîne est en train de débarquer. Là, ça fait quoi, 6 séries consécutives qu'on perd? Oui, exact, exact. Ils sont très constants dans leur inconstance. Oui. On croirait revoir 2022. On dirait que c'est la même saison. J'espère en tant que fan des Yankees que le vent va changer de côté, mais c'est pas ce qu'on voit. Puis le problème, il n'est pas dans la rotation, il n'est pas dans l'enclos de relève. Le problème, il est dans le rôle offensif. Puis je ne sais pas si tu as vu aujourd'hui, il y a le coach personnel d'Aaron Judge qui est sorti sous une publication sur Twitter. Ce coach-là a changé de façon spectaculaire l'élan d'Aaron Judge. Puis ce qu'il dit, c'est que présentement, le développement des joueurs chez les Yankees est pitoyable. Puis c'est dur de le contredire parce que dans les dernières années, on avait d'excellents frappeurs. On a changé les entraîneurs des frappeurs, ça n'a rien changé. Donc, je pense qu'on a des problèmes dans le développement de ces cogneurs-là qui fait que à la minute où un de ces frappeurs-là se retrouve sur la liste des blessés, comme on a vu l'an dernier, bien, ce rôle offensif-là n'est pas capable de pallier à cette perte-là. On dirait que on regarde l'alignement, on trouve qu'on a beaucoup de profondeur, puis dès qu'un joueur manque, ben là, on n'a plus de profondeur. Donc, il y a vraiment quelque chose qui cloche du côté offensif chez les Yankees. Puis, c'est pas parce qu'on n'a pas des bons frappeurs. Là, on regarde l'alignement, puis on devrait faire beaucoup mieux avec ces joueurs-là, mais ça ne fonctionne pas. Il y a Jay qui nous disait tantôt que c'est un mauvais timing pour les Yankees parce que les Red Sox qui débarquent en ville, on ne pensait pas que les Red Sox à ce point-ci seraient une menace pour les Yankees, mais on en est là. Les Red Sox qui connaissent une belle saison, qui sont bien gérés par Alex Cora. D'ailleurs, c'est sûr que durant la saison morte, il y a des rumeurs qui vont ramener Alex Cora chez les Yankees à un certain point. Puis d'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à la question qu'Olivier nous posait tantôt. Suite à la dernière série catastrophique des Yankees face aux Reds, est-il temps de congédier Aaron Boone? Évidemment, ce ne serait pas pour ramener Cora en plein milieu de saison. Là. Il y a un contrat, puis ce serait trop chaotique. Là, mais Ça serait si oui, extraordinaire, par exemple.
Ça, ce serait drôle. Une transaction de coach. Hey, Oui, un coach de location. oui. Le Michel Bergeron du baseball. Et Olivier qui, je pense que je l'ai vraiment bien. Et Olivier qui nous demande si oui, aura-t-on le courage de le faire en plein milieu de la saison? C'est pas le modus operandi des Yankees, ça, de changer de personnel. Écoute, l'an passé, on a congédié le coach des frappeurs en plein milieu de la saison, puis on a dit, oh mon Dieu, on change. On fait pas ça chez les Yankees. Les changements, c'est durant la saison. Ouais, je pense pas que ça va arriver, à moins qu'un écrasement majeur, là, que les Yankees se retrouvent hors du portrait des séries, puis que l'on décide de passer à d'autres choses. Mais je vois pas une situation où Aaron Boone va quitter les Yankees durant la saison. Par contre, j'ai une question pour toi. Admettons là, que tu tires de l'arrière par 1 point en début de neuvième manche. Tu as un coureur de poster au premier coussin. Tu as le haut de l'alignement, ton premier frappeur qui est au bâton, mais qui connaît une mauvaise séquence. Ouais. Puis tu as probablement le meilleur duo du baseball majeur qui suit. Mhm. Est-ce que dans ta tête, tu vois la possibilité d'un amorti sacrifice pour placer le coureur en position de marquer pour qu'au moins un de ces deux joueurs-là, qui sont probablement dans le top 5 de la MLB, puisse faire marquer ton joueur? Écoute, ton scénario, là, il est tellement théorique, là, je vais mettre des noms. Là. Appelons-le Anthony Volpe, appelons-le Juan Soto, puis appelons-le Aaron Judge. C'est correct pour Oui, toi? oui, c'est totalement hypothétique, là. OK, écoute, je vais y penser. Oui, c'est une possibilité. Mais il faut croire que c'était pas une possibilité pour Aaron Boone. Non. Non. Mais tu l'as dit, si on était le 15 mai, je te dirais non, ça va bien pour Mhm. Volpe, laisse-le Ouais. frapper. Là, ça va pas pantoute, puis même la preuve, c'est que ça c'était mercredi, si je me trompe pas, dès le lendemain, on a sorti Volpe du poste de premier frappeur, puis on l'a amené au 6e rang de l'ordre offensif. Fait que, tu sais, à un certain point, on n'avait pas confiance en Volpe, mais on s'est dit, ben, gars, on va le laisser potentiellement gaspiller l'occasion sur laquelle Soto et Judge pourraient sauter. Ça n'a pas de bon sens. Parce que tu me dis, c'est qu'on n'avait pas confiance en Volpe, donc on l'a descendu dans le rôle offensif, mais on avait confiance qu'il fasse le Ouais. travail en début de neuvième, alors que le résultat final a été une excellente balle à double jeu. En fait, c'est peut-être la goutte qui a fait déborder le vase. Ça en prend un moment où tu casses. Lui, Oui, c'était là. c'est ça, c'était là, c'était là. Mais c'est juste pour dire que non, Boone ne se fera pas congédier, mais ça ne veut pas dire qu'il fait le travail non plus. Lui aussi Non, doit c'est se ça. regarder dans le miroir, puis doit prendre des décisions qui vont faire que ses joueurs vont être dans une meilleure position pour performer. Je veux souligner un commentaire d'Emilio ici qui dit que il est en France et il s'est levé en pensant qu'on était en live. Donc, il espère qu'on livre la marchandise. J'espère que oui. J'ose croire que oui, mais merci d'être là, Emilio. Merci à tout le monde d'être là, mais merci particulièrement si tu te lèves en plein milieu de la nuit pour nous écouter. Oui. C'est assez apprécié à ce niveau-là, je te dirais là. Euh, Mon père qui nous mentionne ici que c'est en 2022 là, que les Yankees avaient cassé après le match des étoiles. Ça avait été une cassure quand même assez importante. Donc oui, c'est un commentaire qui revient assez souvent. Une tendance, excuse-moi, qui revient assez souvent. Et Patrick qui nous mentionne que Dominguez va arriver en fin d'année. J'ai mes doutes quand même à ce niveau-là parce que c'est une blessure de quoi? C'est 8 semaines Mm. qu'on a l'absence pour Jason Dominguez. Est-ce que, tu sais, c'est sa deuxième blessure quand même cette saison? Est-ce que tu fais assez confiance pour dire, ben écoute, viens sauver le chansante en essayant peut-être de, ben, tu sais, sauver le chansante, non, parce que Judge est là, mais tu sais, de placer Judge comme frappeur de choix ou de le déplacer dans droite, dans gauche, quelque chose comme ça pour amener plus de profondeur dans le champ extérieur. Écoute, peut-être, mais je pense pas que c'est une possibilité qui est réelle en ce moment. C'est une blessure qui est sous-estimée chez les Yankees. On n'entend pas parler beaucoup, mais ça fait très mal parce qu'il aurait été un fit parfait dans ce champ extérieur-là avec les blessures qu'on a présentement. Mais oui, on n'a aucune idée dans quel état il va revenir. Dominguez semble très fragile. On ne voudra pas nécessairement l'amener dans des circonstances qui vont lui mettre la pression, autant physiquement que mentalement. Donc, idéalement, oui, c'est une solution. Mais rendu à la fin de la saison, à moins qu'on ait d'autres blessés et que ça soit la solution ultime, j'ai pas l'impression qu'on va prendre cette avenue-là. Probablement qu'on va lui laisser le temps de reprendre son rythme parce qu'il n'a pas été capable de le prendre depuis le début de la saison. À chaque fois qu'il était en marche, ben, il se blessait. Puis c'est pas évident d'arriver dans les majeurs dans cette situation-là.
Sébastien, si tu le permets, on a quelques questions qui commencent à s'accumuler ici à ma droite, donc allons-y pour la période de questions. On a Emilio ici qui nous parle du fait que rien ne va plus chez les Dodgers, une rotation qui est trop courte en attaque sans Betts et Max Muncy aussi, c'est vrai que c'est un joueur qui est sous-coté, qui est assez sous-estimé. Tu sais, si tu as Max Muncy à la place de Kevin Biggio. Tu sais, c'est sûr que ça peut faire quand même une certaine différence. Puis, Betts, évidemment, tu sais, on connaît son impact, mais Muncy, depuis le début de l'année, on le voit parce que en début de saison, le haut de l'alignement fonctionnait, ça frappait, c'était parfait, mais le bas de l'alignement a toujours été un problème à Los Angeles cette année-là. Même si tu investi plus d'1 milliard de dollars, ça se peut que la profondeur soit quand même, tu sais, c'est important la profondeur au baseball. Ouais. Puis là, toi, t'es vraiment sûr que Max Muncy, c'est une meilleure option pour les Dodgers que Kevin Biggio? Écoute, je vais faire mes devoirs, je vais vérifier, puis je te reviens avec une réponse dans 5 à 7 jours. OK, parfait, on s'en reparle. Non, mais c'est sûr que ça fait mal, là. C'est une grosse présence dans l'alignement pour les Dodgers, Max Muncy. Ouais. Autant défensive, où il fait le travail, où il prend sa place, que dans le rôle offensif. On le sait, c'est un peu comme les Yankees, mais avec un petit peu plus de profondeur. C'est le haut de l'alignement et le reste. Chez les Dodgers, le bas de cet alignement-là ne fait pas le travail. Donc, ben, nos trois MVP doivent le faire dans le haut de l'alignement. Puis là, bien, on a des blessés, donc c'est encore plus difficile. On est moins protégé dans ce rôle offensif-là. C'est là qu'on voit les lacunes. Et oui, sur le monticule, on a des lacunes aussi. Et ça fait peur pour les séries éliminatoires. Ça ne me fait pas peur pour la saison régulière. On le sait que les Dodgers vont se rendre. On le sait qu'ils vont Ah remporter ouais. le titre de la section. Mais rendu en octobre, avec ce club-là, je ne suis pas sûr qu'on a les éléments en place pour se rendre au bout, surtout pas contre les Phillies de Philadelphie. Alan ici qui nous mentionne en tant que fan fini des Cubs, ça prendrait un miracle pour sauver la piètre saison qu'ils vivent du côté de Chicago. On s'attendait à plus, même si ça n'a pas été le club le plus actif. Tu sais, ils ont fait un grand coup en allant chercher Craig Counsell, puis après ça, ben, il y a eu Shota Imanaga. Puis Ouais. éventuellement, ils ont ramené Bellinger, mais Bellinger était déjà là l'an passé. Tu sais, fait, et ça n'a pas été un club qui s'est nécessairement beaucoup amélioré durant la saison morte. Puis sur le terrain, en ce moment, on est en train de régresser. Puis moi, ça m'inspire la question suivante. Est-ce qu'on a sous-estimé l'apport de David Ross? Parce que je pense pas nécessairement que Craig Counsell fait du vilain travail, mais quand tu enlèves un gérant qui est apprécié comme ça se peut que ça te coupe un petit peu les jambes. Là. Est-ce que tu vois ce phénomène-là? Est-ce que tu penses que le fait que les Cubs connaissent cette saison-là donne de la valeur? Est-ce que David Ross apporte comme gérant? Ben, plus ça va, plus que oui, parce que David Ross était proche de ses joueurs. Puis là, tu le sors de cette formation-là seulement pour amener Console, pas parce qu'il ne faisait pas le travail. On Non, le c'est ça. savait qu'on n'avait pas les éléments en place pour gagner, donc c'était pas la faute de David Ross. Mais Non. là, parce qu'on avait la possibilité d'amener Console, on l'a tassé de là, puis je suis sûr et certain qu'il y a des joueurs qui l'ont mal pris dans ce vestiaire-là, qui étaient très près de Ross. On le voyait dans l'abri des joueurs. C'était one of the boys un peu. Des fois, ça a du bon, des fois, ça a du mauvais, mais je pense que ça avait beaucoup plus de bon que de mauvais chez les Cubs. Donc, ça a fait mal à ce niveau-là. Il y a des vétérans qui sous-performent présentement chez les Cubs. On ne s'attendait pas à ce que Chicago remporte les grands honneurs, se rende jusqu'au bout, Non. mais on s'attendait à une progression. Mhm. D'année en année, on sait que le plan était que dans peut-être 2 ans, on puisse avoir une formation qui aspire à la Série mondiale, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, on régresse un peu. Puis ça commence à être inquiétant parce que là, on va faire probablement des mouvements. Est-ce qu'on va se ranger du côté des vendeurs? Plus ça va, plus on se dirige vers là. Et dans ce cas-là, bien, un peu comme on l'a mentionné tantôt pour les Blue Jays, bien, on va devoir recommencer cette mini-reconstruction parce qu'on va avoir des trous à combler. On va le faire plus vite parce qu'on a de l'argent à dépenser, mais ça ne sera pas facile. Non, ce sera pas simple. On pensait que la fenêtre allait être beaucoup plus grande cette saison, sans, comme tu dis, qu'elle soit complètement ouverte, mais on s'attendait à plus là, de cette formation-là. Et puis, ben écoute, ce sera pas le cas. Ça va attendre un petit peu là, au moins à l'année prochaine. Euh, Question intéressante ici de Jean-François Roy qui nous demande est-ce possible d'avoir une équipe 3A à Montréal un jour, à défaut d'avoir une équipe du baseball majeur comme les Expos? Euh,
Moi, j'ai l'impression, tu me diras ce que tu en penses. Le 3, je le sais pas parce que tu veux essayer de garder tes équipes 3 peut-être relativement proches de chez vous. En ce moment, les équipes, ils ont déjà leur formation. Les Blue Jays à Buffalo, c'est vraiment à côté. Écoute, peut-être que la réponse peut être oui, mais moi, je pense que si on a du baseball à Montréal, ça pourrait peut-être plus passer par la Ligue frontière. Tu sais, ça, il y a eu des rumeurs à ce niveau-là. Je suis pas nécessairement certain que ça passerait par le 3A, mais peut-être par du baseball de la Ligue frontière. Oui, c'est pas fou. Ça va passer par un stade, premièrement. On va avoir Ah oui, besoin hein? d'un stade pour ramener une équipe, peu importe la ligue. Puis le 3A, c'est pas nécessairement évident non plus parce que c'est dur de s'attacher à un club. Les joueurs qui Mhm. changent, qui s'en vont dans les majeurs. C'est sûr que c'est le fun de voir ces joueurs-là qui sont tout près ou des joueurs blessés des majeurs qui viennent pour un départ ou deux. Par contre, le sentiment d'appartenance n'est pas là. Donc, pour certaines villes, c'est plus difficile de garder un club de 3A. Mais oui, la Ligue frontière qui a un excellent produit. On a un club à Québec, on a un club à Trois-Rivières. C'est de l'excellent baseball. Des joueurs qui, parfois, se sont rendus très haut dans le baseball affilié, parfois veulent y aller. Donc, ils donnent tout ce qu'ils ont à donner sur le terrain. Puis, c'est de l'excellente balle. Donc, je pense que ta solution est probablement ce qui est le plus probable dans les prochaines saisons. On a une question ici, Sébastien, de la part de Martin, qui nous demande par rapport au match des espoirs, est-ce qu'il y a des joueurs qu'il faut surveiller en tant que tels? Ce qui est intéressant de ce match-là, pour ceux qui le connaissent pas, c'est que dans le cadre des festivités des étoiles puis du repêchage, il y a ce match-là qui va mettre aux prises des espoirs des transformations du baseball majeur qui vont s'affronter. Donc, c'est quand même intéressant pour voir les beaux produits qui peuvent ressortir du baseball majeur. Puis j'en profite aussi parce que j'ai vu juste une petite question que je veux répondre aussi en attendant. Patrick qui nous dit, faites-vous toujours un bloc sur le repêchage 2024 la semaine prochaine? Oui, on a un bloc de prévu la semaine prochaine. On ne veut pas vous gâcher la surprise de l'invité, mais on devrait avoir un gros nom là, pour venir vous parler de repêchage en tant que tel, parce que ce sera ce moment-là, ce sera le moment des festivités des étoiles, du repêchage, du match des espoirs. Donc, Sébastien, je te relance avec la question. Quels espoirs tu vas surveiller de près là, toi, pour ce match-là? Ben, vite comme ça, je t'aurais dit James Wood avec les Nationals de Washington, mais il risque Ouais. de ne pas y être parce qu'il a été rappelé dans les majeurs. Ouais. Pour moi, il aurait dû être rappelé plus tôt. Quel Mhm. frappeur. Les Nationals ont un joyau entre les mains, mais sinon, Spencer Jones chez les Yankees, un autre excellent frappeur. Il cogne avec autorité. C'est impressionnant la vitesse de son bâton, la vitesse avec laquelle la balle sort de son bâton. Donc, il va être à surveiller. Marcelo Meyer aussi, espoir des Red Sox, Mhm. qui va être là. Donc, on en a plusieurs. Je pense que dans les 20 premiers, on en a au moins une dizaine. Donc, Ouais. il va avoir des excellents joueurs à observer. Alan qui nous revient en lien avec le commentaire sur les Cubs, il dit on a blâmé Ross pendant des années pour rien finalement. Donc, Alan qui s'excuse officiellement à David Ross pour les commentaires qu'il a préférés dans les dernières années. Ceci dit, il y a un gros problème de leadership. Jed Hoyer qui a pris la relève aux opérations baseball dans les dernières années, qui est aussi à blâmer selon lui. Euh, je veux qu'on parle un petit peu des Mariners de Seattle qui sont surprenants. Ils vont avoir besoin d'aide offensivement, on s'entend là-dessus. Ceci étant dit, belle saison à Seattle. Ouais, est-ce que c'est la meilleure rotation des majeurs? Si ce n'est pas le cas, c'est pas loin parce que C'est pas une rotation que je veux affronter en série parce que tu sais, non. chaque rotation, tu dis, ah, des fois, le numéro 4 s'est tiré par les cheveux. Là, non, non, là, ils vont avoir des options à fond, Léon. Là. Ils vont être forts. Ils vont être Oh, oui, forts. c'est ça. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est à l'attaque. C'est un petit peu plus difficile dernièrement. On a une série un peu plus compliquée contre les Orioles. C'est quand même normal. On affronte une excellente formation. Mais là, on voit les Astros qui sont en train de pousser, qui se rapprochent, là, sont dans le rétroviseur. Quand on dit que les objets sont plus près qu'ils ne paraissent, là, mais les Astros sont vraiment près des Mariners. Donc, ils vont avoir besoin d'aide, comme tu l'as mentionné. On a besoin de frappeurs dans cette équipe-là. On a une équipe qui est bien construite par le monticule, ce qui est très important. Maintenant, on doit marquer des points pour enlever la pression sur ces lanceurs-là. Freddie Freeman du côté des Dodgers qui déçoit Emilio. Pas son fan numéro un, mais il ne performe pas à la hauteur de son contrat. Donc, je te pose la question qu'Emilio nous demande. Est-ce que c'était prévisible, ces performances-là? Ben pour moi, pas à ce point-là. Je pense que on s'attendait à ce que Freeman performe à la hauteur de son talent.
Par contre, j'ai pas d'inquiétude sur lui. Je pense il va se replacer. Puis c'est pas évident d'avoir ce rôle-là quand le reste de l'alignement ne fait pas le travail puis qu'on a un Mookie Betts qui est sur la liste des blessés. Ça aide pas. Il n'y a pas de protection dans ce rôle de frappeur-là. Donc, c'est pas une situation idéale. On est habitué de voir un Freeman se sortir de ces situations-là. Je pense que ça va arriver dans les prochains mois. On parle qui nous mentionne que jusqu'à présent, c'est difficile pour les deux équipes finalistes en série mondiale de l'année dernière, les Rangers qui s'enlignent pas pour faire les séries cette année. On savait que ça allait être plus difficile en début de saison parce que leur rotation au complet était au garage à essayer de se faire réparer un petit peu. Mais ça, c'est même offensivement, tu sais, Corey Seager a de la difficulté à prendre son air d'aller en raison des blessures. Il y a plusieurs gars qui répètent pas leurs exploits de l'an passé. Ça me fait penser à une citation qui revient là, souvent quand vient le temps de parler des équipes championnes, c'est que ça prend bien des gars qui performent un petit peu plus que ce à quoi on attendait. Puis ça a été un peu ça aussi du côté du Texas. Puis ben écoute, du côté des Diamondbacks, on semble se rattraper un petit peu, mais là non plus, c'est pas nécessairement super facile. Des blessés dans la rotation, qui était une grande force sur papier, puis que finalement, c'est pas si fort que ça. Donc, c'est pas facile pour les deux équipes championnes. C'est pas facile de répéter. C'est juste de revenir en série ou de retourner en série mondiale. C'est vraiment pas simple. C'est extrêmement difficile au baseball de répéter sur une si longue saison. On a souvent le lendemain de veille qui s'éternise un petit peu, puis là, ben, on tire de l'arrière, on doit toujours revenir. On a des équipes devant nous, donc c'est vraiment pas facile. Puis tu parlais de garage tantôt, mais on a quelques vieilles voitures hein, dans ce garage-là. Ouais. Là. Fait que, tu sais, plus ça va Max aller. Scherzer, c'est une auto de collection, là, rendu Oui, là. c'est Tu sais, ça, c'est ça. ça sort pas pour te rendre du point A au point B, ça sort pour la montrer puis dire que tu l'as. Exactement. Là, on l'a sorti un peu, mais on ne sait pas pour combien de temps. Il va falloir peut-être la rentrer au garage. Donc, ça fait un petit peu mal. Tu sais, l'an dernier, c'était une très longue saison. On s'est rendu jusqu'au bout. Mais des fois, ça a des répercussions sur la saison suivante, surtout pour les vétérans qui sont un petit peu plus âgés au Texas. Petit commentaire d'Emilio aussi qui nous parle de Chris Taylor, qui a été si bon quand il a été bon, on va le dire comme ça, et qui est devenu une vraie pom-pom girl, comme nous le mentionne Emilio. Il avait été déterminant en fin de rotation lors du titre en Astérix, donc en 2020. Là, cette année, là, complètement invisible, Chris Taylor. Là. C'est pas du tout un facteur, et si c'en est un, c'est un facteur négatif. C'est quasiment un facteur positif quand il n'est pas là. Parce que Oui. présentement, il te nuit plus Ouais. qu'il t'apporte quelque chose dans cet Ouais. alignement-là. Non, ça va vraiment pas bien. Puis c'est pas le seul. On a des problèmes, puis on semble pas trouver la solution. Quand tu es rendu à aller chercher Kevin Biggio, c'est parce que tu as quelques lacunes à adresser. Donc, c'est vraiment pas le Chris Taylor des belles, j'allais dire des belles années, mais de la belle année, parce qu'il y en a eu pratiquement juste une ou quelques séquences par-ci, par-là. Oui, c'est un frappeur de séquence, mais là, il est dans une très, très, très mauvaise séquence et très longue aussi. Oui, absolument. Sébastien, un petit commentaire en terminant là, de Denis qui on parlait de la Ligue frontière tantôt. Les capitales qui ont une très bonne saison. Il va-tu souvent aux capitales? J'essaye, c'est pas toujours évident, ça va vite, là, mais oui, on dirait que la saison a commencé comme la dernière, ça allait pas très bien, mais on s'est replacé plus vite que l'an dernier. Puis l'an dernier, ça s'est très bien terminé, donc c'est de bon augure pour les capitales. Voilà. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là cette semaine encore une fois et de nous avoir posé plein de questions. C'est toujours super le fun quand il y a beaucoup d'interactions. Hey, Sébastien, c'est pas une question, mais ma mère a interagi. Ah, bon! Je me félicite pour le bon show. C'est un bon début. Fait que Fait j'ai que, réussi finalement. c'est ça. Petite dernière question qui est rentrée comme ça, David. Est-ce que vous pensez que John Schneider devrait être congédié? En un mot, Sébastien? Oui. Voilà. On ne prend pas de retard sur notre planning. Donc, merci à tout le monde là, qui était là pour nous poser des questions. Là, c'est toujours super agréable. Pour ceux qui nous ont pas écoutés en live le jeudi 20h sur Facebook, sur X ou sur YouTube, Sébastien, où est-ce qu'on peut nous trouver? Sur ces trois mêmes plateformes et en différé, on va placer quelques minutes après l'enregistrement de ce podcast, mais également sur toutes les plateformes de podcast et sur notre site internet Passion MLB où il y a les épisodes du podcast, mais également nos nombreux articles. Donc, on vous invite, pas on vous évite, là, c'est le Non, on ne vous contraire que je évite veux pas. dire. On vous invite, une invitation
à venir consulter évidemment nos articles. On se colle sur l'actualité du baseball majeur. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à interagir avec nous. Toujours un plaisir de partager cette passion-là du baseball. Donc, merci beaucoup à Sébastien d'avoir été là. Merci à Antoine d'avoir été là en pensée. Finalement, ne sera jamais débarqué sur le podcast cette semaine. Et nous, ben, on se dit à la semaine prochaine.